Elisabeth, nous sommes dans les anciens jardins du domaine de Saint-Germain-en-Laye. Alors on va parler de la jeunesse de Marie Mancini, elle est italienne. Alors c'est la fille de Geronima Mazzarini et du baron Michele Mancini. Geronima est une sœur de Mazarin. Alors c'est une famille très nombreuse. Tout à fait, famille italienne typique. Donc la sœur de Mazarin, qui est le conseiller d'Anne d'Autriche, régente de France, mère de Louis XIV. Ils ont de l'argent, les Mancini. Modestement, ils ne sont pas dans la mendicité du tout, mais c'est pas non plus une grande famille noble. Hein. C'est ce qu'on appelle la petite noblesse. Ils ont plein d'enfants. Oui, 10. Alors 6 filles et 4 garçons. Et chose rare pour l'époque, ils vont tous survivre à l'âge adulte, sauf le dernier, un fils. D'accord. Alors on ne connaît pas la date de naissance exacte de Marie. Non, on sait juste qu'elle a été baptisée à Rome, en l'église Santa Maria, le 28 août 1639. Voilà. Mais on n'en sait pas plus. C'est la cadette? C'est la cadette. Et d'emblée, elle est un petit peu marquée par la famille comme étant le chat noir. Hein. Eh oui, alors pourquoi? Parce que son père, qui est féru d'astrologie, a tiré son horoscope. Et là, catastrophe. C'est par elle que tous les malheurs vont arriver dans la famille. Donc forcément, elle est regardée un petit peu de travers et elle le sent. Elle est mal aimée. Elle est véritablement mal aimée et c'est une blessure de l'enfance qui va lui donner ce caractère insoumis. Alors, la mort de son père va changer complètement son destin. Elle va se retrouver au couvent. On veut en faire une nonne, sauf que, vous l'avez dit, elle est insoumise, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas du tout d'accord, mais sa mère est persuadée, depuis pratiquement sa naissance, qu'il n'y a qu'une seule solution pour elle, devenir nonne. Donc, elle l'envoie dans un couvent à Rome où la tante paternelle de Marie est nonne. Et la pauvre Marie, elle pleure, elle tempête, elle est absolument furieuse. Elle demande à sa mère de la retirer du couvent. Elle n'a absolument pas la vocation religieuse. Et elle veut partir en France, surtout. Ouais. Alors, ça tombe bien, puisque Mazarin, en 1653, va faire venir cette famille en France. Et oui, parce que sa sœur, donc Geronima, elle est un peu dans le besoin quand même. Elle est veuve, donc elle a besoin d'un protecteur. Donc le cardinal Mazarin fait venir en 2 temps la famille, avant et après la Fronde. Et donc Marie fera partie du 2e voyage en 1653. Voilà, alors en arrivant à Paris, elle est quand même envoyée dans un couvent, dont elle se plaint pas d'ailleurs dans ses mémoires. Elle y est très contente d'ailleurs, oui, c'est ça. parce qu'elle tombe sur une mère supérieure qui va la former. Voilà. Et là, elle comprend une chose, c'est que la culture peut devenir pour elle une arme redoutable, une arme de combat. C'est au fond une culture hors norme pour une jeune fille de l'époque, et ça sera déterminant dans sa relation avec Louis XIV. Absolument, parce qu'elle maîtrise, elle va dominer le roi par cette culture. Elle va lui enseigner justement les poésies, la philosophie. Et elle apprend au couvent à bien parler le français. N'oublions pas qu'elle est italienne. Et Mazarin avait très bien compris qu'avant de la faire venir à la cour, il fallait tout de même un peu la dégrossir. Donc, elle apprend le français, elle le maîtrise très bien. Elle va avoir un vernis culturel, elle va connaître les auteurs de l'époque et même un peu aussi de l'Antiquité. Et puis, elle va apprendre les bonnes manières, ce qu'on apprenait aux jeunes filles de cette époque-là. Elle est très bien accueillie par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Et Louis, à ce moment-là, il a 15 ans. Et Mazarin a tout intérêt à ce que sa famille entoure le roi. Ben oui, parce que Mazarin, c'est le Garry Kasparov de la politique. Il pousse ses pions. Plus sa famille se rapproche de la famille royale, du clan royal, plus son pouvoir va se consolider. Alors, on ne se méfie pas au début de Marie, puisqu'elle est jugée laide, trop maigre, trop noire. Et de plus, Louis XIV a un coup de foudre pour la sœur de Marie, Olympe. Et oui, Olympe qui a 1 an de plus que lui. Et là, Elle est belle, Olympe. Oui, elle est surtout rigolote, elle a de l'esprit, c'est une ambitieuse. Hein. Donc, ils vont être ensemble et ça va durer un moment, plusieurs mois, voire plus d'1 an. Et toute la cour pense qu'elle va devenir reine de France. Alors, tout à coup, Anne d'Autriche s'en inquiète et on va la marier avec le comte de Soissons. Terminé, histoire finie. Et là, la cour est stupéfaite. Elle s'y attendait pas du tout. Mais Marie, en revanche, elle était raide amoureuse de Louis depuis déjà belle lurette, et Louis ne s'en était pas rendu compte. Or, quand il tombe malade, la seule qui va rester fidèle et qui va rester au chevet
de Louis, c'est Marie Mancini. Alors ça se passe à Dunkerque, cette affaire. Il faut prendre Dunkerque qui est espagnol parce que Louis XIV veut prendre les Flandres espagnols. Ouais. Donc il va gagner la ville, il a 20 ans. Il est en pleine gloire. Oui. Et là, il y a des marais, il prend une fièvre extrêmement grave. On le donne mourant. On lui donne l'extrême onction, on fait des prières. Et c'est extrêmement grave. Personne n'est à son chevet. Hein. Ben non, parce tout le monde s'en fiche. Oui, on retourne sa veste. On va voir évidemment éventuellement le futur roi, c'est-à-dire le frère, monsieur. Philippe. Et alors donc, Marie est là, à son chevet, elle va le tenir la main. Lui, il est en délire, il faut imaginer Louis XIV qui va mourir. Et c'est contagieux peut-être. Bien sûr. Elle donc risque de l'attraper. Elle est courageuse. Et dans ses délires, il voit cette fille en larmes, ce visage larmoyant. Bon, il retombe évidemment dans les vapes, mais on va lui donner un remède extrêmement puissant. Alors, soit il meurt, soit il guérit. C'est ce qui va se passer, il va guérir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va perdre ses cheveux par touffe et donc il va décider... Ah oui, vraiment, ça va être de la filasse. Chauve. Il va devenir chauve en partie et là, il décide de raser sa tête. Et c'est comme ça que Louis XIV va commencer à porter des perruques à 20 ans. 10 jours plus tard, il est à cheval. Et là, il va se souvenir de ce visage et il va venir maintenant vers Marie. C'est trop mignon. Il craque et il invite toutes les bazarinettes à Fontainebleau pour sa convalescence. Et la romance avec Marie va commencer. Eh ben, c'est-à-dire que c'est vraiment le grand amour. Ils chuchotent, ils se tiennent la main. Enfin, voilà, la cour a compris. Alors elle, Marie, elle va se révéler être un véritable Pygmalion pour Louis XIV, qui n'est quand même pas très éduqué, hein, intellectuellement. Elle le façonne, elle le fait lire. Il a eu une bonne éducation, mais il était feignant. C'est-à-dire qu'il aimait la danse. Et puis, il aime le métier des armes. Le reste, il n'était pas forcément un très bon travailleur. Alors, en revanche... Elle lui enseigne Pétrarque, Virgile, Homère. Toutes les humanités, hein, les auteurs Toutes antiques. les humanités, oui. Ça va être son professeur de charme. C'est un peu l'élève du Cobu qui va faire des heures sup avec la belle brune. Hein, ça. Alors c'était une femme très très libre pour son époque. Néanmoins, tous deux pratiquent plutôt l'amour courtois, tel qu'on le pratiquait au Moyen-Âge, hein, quasiment. Est-ce qu'on est sûr de ça? Ah oui, on est sûr, puisqu'elle va arriver vierge au mariage avec Colonna. Donc c'est sûr. Et puis, il y a l'esprit de préciosité de Marie. Elle fait partie de ce courant, c'est-à-dire on s'impose par les lettres, on s'impose par l'esprit. Et puis, on fait durer le plaisir avec l'amour et l'amour courtois et la préciosité. Hein. Il faut faire la conversation, il faut laisser le temps durer. Et puis, alors, plus elle laisse durer, plus évidemment Louis XIV est red dingue, quoi. Alors Marc, la perspective du mariage espagnol de Marie-Thérèse d'Autriche avec Louis désespère Marie. Eh ben oui, c'est la raison d'État contre l'amour. Attendez, ça n'a aucun intérêt. Marie Mancini, parce que ce qu'il faut, c'est arrêter les guerres. Oui. Donc l'Espagne ou l'Angleterre, mais pas Mancini. Eh ben oui, Marie Mancini, du coup, elle a très peur, elle n'en veut pas de ce mariage. Et elle dit à Louis XIV, il faut quand même pousser les feux. Donc Louis XIV va aller demander la main de Marie à Mazarin. Il va quand même en parler à Anne d'Autriche, la reine-mère, et Anne d'Autriche, à ce niveau-là, va dire « Non mais attendez, vous aurez toute la France contre vous si ce mariage se fait, et moi je serai à la tête de la rébellion. » Alors ça calme tout de suite Mazarin, donc c'est compliqué. C'est à ce moment-là, c'est au moment où elle part, qu'elle prononce sa fameuse phrase restée célèbre « Vous êtes le roi, et pourtant je pars. » Et oui, parce qu'il faut séparer les deux amoureux. Donc Mazarin et Anne d'Autriche se mettent d'accord, et Mazarin décide d'envoyer Marie Mancini près de La Rochelle. Et là, quand il l'apprend, il est terrifié, Louis XIV. Il se met à genoux, il a 21 ans quand même, il faut imaginer. Le grand Louis XIV se mettre à genoux, il embrasse la robe de sa mère, il appelle Mazarin papa, et il dit non, mais il faut pas que ça se fasse. Bon, bah finalement, ça va se faire et tout va s'enclencher. Cela dit, cet éloignement ne va pas calmer leurs ardeurs, puisqu'ils s'écrivent des lettres de 20 pages. Alors ça énerve Mazarin et Anne d'Autriche. Bah, c'est Facebook, c'est les textos à fond. Mazarin leur a donné l'autorisation de communiquer, donc ils vont pas s'en priver. Mais à un moment donné, il dit stop, parce que Mazarin, pendant ce temps, lui, il négocie le mariage et le traité de paix à Saint-Jean-de-Luz, près de la frontière espagnole. Donc il dit à Louis XIV, il faut me rejoindre. Alors Louis XIV dit, je veux bien vous rejoindre, mais je m'arrête en Charente pour voir Marie. Et ça relance l'amour, évidemment. Louis envoie à Marie un chiot de sa chienne qui porte un collier sur lequel est écrit « Je suis à Marie Mancini ». Oui, en fait, il continue à communiquer. Mais alors là, il va se calmer quand même, Louis XIV, parce qu'il a eu quand même vraiment... Il a été cornaqué par Mazarin, donc il va accepter ce mariage.
Et Marie va se faire une raison aussi. Voilà, de toute façon, il n'a pas le choix. Il doit se marier avec Marie-Thérèse. Oui, mais alors le traité est conclu, mais le mariage ne peut pas avoir lieu, on est en plein hiver, il faut attendre le printemps. Et là, Mazarin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer Olympe Mancini, qui avait été autrefois la maîtresse de Louis XIV, et il va lui remettre dans les pattes. Et quand Marie Mancini va voir sa sœur avec Louis XIV, elle va en être très meurtrie. La malheureuse Marie est obligée d'assister à l'entrée solennelle de sa rivale, Marie-Thérèse d'Autriche. C'est le 26 août 1660. Oui, le mariage a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz en juin. Les souverains font leur entrée à travers Paris. Évidemment, toute la cour assiste à cette entrée. Et c'est épouvantable, toute la cour regarde quelle figure elle va faire. Hein. Et ça met fin à 30 ans de guerre entre la France et la maison d'Autriche. Alors, Louis reverra Marie, mais avec indifférence. C'est-à-dire qu'il va apprendre que Marie s'est faite courtiser par le prince de Lorraine qui a 18 ans. Oui, enfin... Et ça, il est très vexé. Oui, mais c'est le roi. Il a un égo, hein, Louis XIV. Hein. Et donc, il dit, non mais qu'est-ce qui se passe? Il est très vexé, très humilié. Et à ce moment-là, il va être très froid avec Marie. Et là, il est temps de marier Marie. Alors, on lui choisit un gars qui s'appelle le connétable Lorenzo Colonna. C'est qui celui-là? D'où il sort? Alors la famille Colonna est une immense famille très riche d'Italie. C'est finalement l'un des princes les plus puissants de Rome après le pape. Et donc ce mariage, ça permet à Mazarin aussi de marquer des points en Italie. Hein. Ils sont beaux, ils sont riches. C'est la Dolce Vita aussi. Hein. Ils ont les moyens de s'amuser. Et puis alors, elle donne à Lorenzo 3 fils. Alors, ce qui, pour un rital, on va dire que c'est le Graal, il n'y a pas mieux. Bah, c'est-à-dire qu'elle assure la dynastie des Colonna. Hein. Alors, chez les Colonna, chaque génération, il faut un chef de guerre et un cardinal. L'aîné, donc, va devenir connétable de Naples. Voilà. Et puis le dernier va devenir cardinal. Donc, elle a fait le job. Plus un. Plus un qui fera un beau mariage en Italie. Voilà. Donc, elle a fait le job, elle est parfaite. Le hic, c'est qu'après l'accouchement dramatique du 3e enfant, d'ailleurs, elle a failli mourir après cet accouchement, elle ne veut plus avoir de relations sexuelles avec son mari. Bah, c'est-à-dire que oui, c'est rideau sur la chambre à coucher. Ah, oui, et puis un astrologue lui avait dit qu'il fallait plus qu'elle ait de fausses couches parce qu'elle risquait de mourir. Bah, oui. Ça va vite tourner au vinaigre. Il va aimer la princesse Chigi. Elle va commencer... Chigi l'amorosa. Chigi l'amorosa. Et donc, elle... Pour se venger ou pas, elle va s'afficher avec le cardinal Chigi, qui est de la même famille. Donc vous imaginez les ragots dans Rome, contre les coups, c'est vraiment le couple infernal, quoi. Alors, elle va s'afficher avec le chevalier de Lorraine, qui a 25 ans, qui était l'amant de Monsieur. Alors nous rappelons toujours que Monsieur, c'est Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV. Bah, c'est-à-dire qu'il a très mauvaise réputation, ce chevalier de Lorraine. Il est sournois, il est méchant, c'est une langue de vipère. Il est très beau, hein, il est magnifique. Ah bah oui. Il est bisexuel. Et tout à coup, elle se prend d'amitié pour ce chevalier de Lorraine. Elle s'affiche dans tout Rome, ils vont à l'opéra, ils soupent. Mais il faut dire que ce chevalier lui amène les cancans de Versailles. Elle a vraiment envie de savoir ce qui se passe dans cette cour. Et donc c'est pour ça qu'ils deviennent amis. Bon, alors on va dire qu'ils sont ensemble. Mais et là, le Colonna n'en peut plus. C'est pas possible, c'est le cocu de service dans tout Rome, c'est pas possible. Alors le mariage de Marie et de Lorenzo dure jusqu'en 1672, jusqu'à ce que Marie s'enfuit de Rome. Alors là, c'est complètement invraisemblable. On a quand même l'une des plus grandes princesses romaines qui quitte le domicile conjugal. Enfin, alors elle part. Alors pourquoi? On sait, c'est qu'elle a peur d'être empoisonnée. Enfin bon, il y a plus... Elle en a marre des cancans, elle en a marre de Rome. Et puis surtout, elle veut revenir en France. Oui. Et on pense que c'est aussi par le chevalier de Lorraine qu'elle obtient un passeport de Louis XIV. Alors, Louis XIV accepte quand même d'accueillir son ex en France. Alors, il accepte à condition qu'elle vienne pas trop près de Paris. Oui, j'ai compris. Alors, elle est un peu choquée, elle demande à lui parler, mais lui, il est parti à la guerre. Oui. Donc, elle ne peut pas s'adresser à lui. La reine, Marie-Thérèse, entre-temps, reçoit des lettres du prince Colonna, qui lui reste pas inerte, qui va balancer sur sa femme des tas d'ignominies, la faire passer pour une catin, enfin, quelqu'un d'extrêmement dangereux, donc la reine s'offusque. Et puis surtout, la Montespan. Alors oui, parce que la Montespan est extrêmement jalouse, sans raison, au fond, de Marie Mancini. Oui, mais quand même, parce que c'est le premier amour de Louis XIV, donc elle a un peu peur que ça lui ranime quelques feux. Oui. Elle sait aussi que Marie Mancini, c'est quand même une femme d'esprit, et la Montespan l'est, donc elle a peur de ça. Oui.
Et alors, là, c'est quand même énorme, parce que c'est l'hôpital qui suit de la charité. La Montespan se met à dire à Louis XIV, qui est revenu entre-temps, que c'est épouvantable, qu'il ne peut pas accueillir son ancien premier amour, ça serait un des gestes pour la reine Marie-Thérèse. Oui, alors là, elle est gonflée. Voilà, qu'en plus, elle mène une vie dissolue. Oui. Donc, c'est un très mauvais exemple à suivre. Donc, ça ragote dans tous les sens. Finalement, la vie conjugale et les mésententes entre les époux Colonna font les gossips de la cour. Donc, Louis XIV a horreur de ça et il demande à Marie Mancini de s'éloigner. Et elle part en Savoie. D'abord, elle va au couvent. C'est quand même, le couvent va marquer toute sa vie. Hein. Donc, elle fait plusieurs couvents, elle cherche le meilleur couvent. La Montespan demande à son neveu par alliance, le frère de Marie, Philippe de Nevers, d'être un peu complice de la fuite vers l'Italie. Oui. Donc, lui arrive à persuader sa sœur qu'il faut qu'elle passe les Alpes, parce que son mari lui a promis une meilleure fortune si elle accepte de rentrer en Italie. Voilà. Et comme elle a des problèmes d'argent, finalement, c'est peut-être pas mal. Donc, elle rentre. Mais au moment où elle passe les Alpes, elle arrive à Turin, elle se rend compte de ce qu'elle appelle son aveuglement. Oui. Et du coup, elle se dit, c'est pas possible, je peux pas y aller, tous mes problèmes vont recommencer. Ouais. D'autant plus qu'une ex-maîtresse de son mari vient lui dire qu'il est violent et qu'il l'attend pour la frapper en retour. Ça vire au drame. Comme en plus, elle s'est bien entendue avec le duc de Savoie. Oui. Avec qui ça fricote gentiment, ça se dispute. Mais bon, elle se dit non, je rentre pas en Italie. Et puis finalement, elle change ses plans. Et en 1678, la voilà qui part pour l'Espagne. Voilà, la Madrid, elle fait à nouveau le tour des couvents. Seulement, elle confond un peu les couvents avec l'hôtellerie. Oui. Donc, les nonnes sont un Pas peu... bon ça, pas bon ça en Espagne. effarouchées. Elle dissimule ses robes d'apparat sous des robes de nonnes. Enfin, elle décide quand même de partir, de sortir du couvent alors qu'elle en a l'interdiction. Oui. Alors là, c'est encore une histoire abracadabrante. Des hommes armés surgissent en pleine nuit dans ses appartements, la plaquent au sol, la menottent et l'emmènent à l'Alcazar de Séville. Elle est emprisonnée. Et néanmoins, elle va retrouver Colonna. Il arrive en Espagne parce qu'il prépare le mariage de leur fils. Donc, il arrive en Espagne, mais heureusement... Il tombe malade gravement. Gravement. Alors là, elle devient très gentille avec lui. Elle lui envoie des petits mots d'encouragement, etc. Et il meurt en 1689. Et là, c'est la délivrance. Ça tombe bien quand même, parce que, au fond, c'est la mort de Colonna qui va délivrer Marie de ses souffrances. Alors, comme elle mit dans son testament, il a été grand prince. Hein. Oui. Il a quand même demandé à ses fils de tenir à l'abri du besoin leur mère et de bien la traiter. Donc, son troisième fils, Carlo, va arriver en Espagne pour tracter avec elle et il va lui organiser sa retraite. Donc, elle revient en Italie, sereine, elle a ses appartements à nouveau au Palais Colonna, elle aura une résidence secondaire et tout va à peu près bien se passer pour elle à partir de là. Alors, la mort de son fils aîné va provoquer son décès à elle, dit-on. Oui, c'est vrai que c'est un choc pour elle. Elle déprime, évidemment, elle s'amaigrit et elle se rend pour des raisons fiscales, je dirais, veut régler les problèmes d'héritage, donc elle se rend à Pise, et où là, elle rencontre effectivement le prélat, oui. Et à ce moment-là, elle va commencer à lui parler et bam, elle ne peut plus parler. Elle est aphasique. Une embolie pulmonaire dans la zone de Broca qui est là, qui est l'aire du langage, un calcul qui bouche son artère, et donc elle ne peut plus parler. Et le lendemain, elle meurt. Et elle meurt comme ça. Alors là, elle ne meurt pas, elle est là, elle ne peut plus parler, mais le lendemain, il y a aussi un caillot qui va boucher les artères du cœur, et donc elle fait un infarctus. Infarctus à 75 ans, quelques mois avant Louis XIV. Oui. Quelques mois avant Louis XIV, il meurt effectivement la même année. Et en apprenant la nouvelle, il dira « Elle était morte pour moi depuis longtemps ». Oui, alors lui, c'est le roi de la maîtrise, je montre rien, n'empêche qu'elle s'est rappelée à son bon souvenir toute sa vie durant. Oui, ça c'est vrai. Et je crois surtout que celui qui était mort, c'était lui. Oui. Le Louis XIV, romantique, beau. Puis là, il avait plus de dents, il était sur sa chaise roulante. C'est lui qui était mort. Et d'ailleurs, il va la rejoindre peu de temps après. Et leur histoire d'amour se termine là.